Par rapport au fait tragique qui s'est déroulé aujourd'hui à Nantes, afin d'exprimer notre vive émotion et notre solidarité face à cette attaque tragique qui s'est produite au lycée Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes. Acte de violence qui a coûté la vie à une jeune élève et qui en a blessé plusieurs autres. Nos pensées vont bien sûr aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative qui est durement éprouvée par ce drame. Dans ces moments de douleur et d'incompréhension totale, nous devons réaffirmer avec force notre attachement aux valeurs de respect, de sécurité et de sérénité au sein de nos établissements scolaires. L'école doit rester un sanctuaire où chaque élève peut apprendre et grandir en toute confiance. Nous saluons également le courage des enseignants et du personnel qui ont réagi avec sang-froid pour maîtriser l'assaillant, ainsi que l'intervention rapide des forces de l'ordre et de secours. Face à cette tragédie, nous devons rester unis et solidaires, et nous devons aussi continuer à œuvrer chacun à notre niveau pour prévenir la violence et protéger nos enfants. Merci. Et je vous propose que nous manifestions 1 minute de silence en hommage à cette jeune lycéenne. Je vous remercie. Alors, le premier point à l'ordre du jour, donc là, il s'agit de la délibération numéro 1, il s'agit de la décision modificative numéro 2 du budget principal 2025. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, il s'agit de la décision modificative numéro 1 du budget annexe des zones d'activité économique 2025. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, je vais laisser la parole à Hubert Delorme. Donc, il s'agit de la dotation de solidarité communautaire pour l'exercice 2025. Hubert. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très rapide, simplement pour vous rappeler que cette dotation de solidarité communautaire est le fruit du pacte fiscal et financier que nous avons adopté en Conseil communautaire en 2022. Simplement pour vous rappeler l'historique de ce pacte fiscal et financier où nous avons tous ensemble revisité les règles de fonctionnement au sein de la communauté d'agglomération, parce qu'on s'était rendu compte effectivement qu'un certain nombre de services n'étaient pas payés de la même façon par les uns et par les autres, et que quand nous avions fait ce pacte fiscal et financier, on avait fait 2 choses en faveur des communes. Enfin, tous les services communautaires devaient être payés équitablement de la même façon par tout le monde, et ça avec une progressivité sur la durée du mandat, c'est-à-dire que ce pacte fiscal et financier allait jusqu'en 2026. D'un point de vue des dotations diverses, il y avait les fonds de concours. Vous savez tous que sur le municipal précédent, il y avait 1 million de fonds de concours par an, et là on est passé à 2 millions. Et puis concernant la dotation de solidarité communautaire, eh bien autrefois, le municipal précédent, nous étions à 800 000 euros, et quand on sera à la fin 2026, à la fin de cette mandature, les 800 000 qui existaient autrefois deviennent 1 650 000. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui de valider, c'est cette progressivité, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération perçoit de plus en plus les services mutualisés de la part des communes, et donc, comme on avait dit que les 3/4 du gain, entre guillemets,
serait reversé aux communes via cette dotation de solidarité, et bien effectivement, les différentes communes touchent au titre de la solidarité un forfait de 50 000 € par commune, et puis ensuite, le calcul s'effectue en fonction d'un certain nombre de critères fiscaux, enfin les revenus, etc., etc., ce qui avait été décidé. Mais donc aujourd'hui, ce qui est soumis à votre approbation, ben, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est pas aux 1 650 000 dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront la dernière année de la mandature, mais là on est sur un montant de 1 440 683 €. Et voilà ce qui fait l'objet de la chose. Simplement pour vous dire, hein, moi j'ai été très très fier que nous ayons éclairci toutes ces règles de fonctionnement à travers ce pacte fiscal et financier, et qu'effectivement, ben là vous voyez très concrètement un impact en faveur des communes que vous représentez tous. Et donc voilà, c'est ça qui vous est demandé de valider aujourd'hui, et j'en ai terminé en espérant avoir été assez bref. Très bien, merci Hubert Delorme. Avez-vous des observations ou questions sur ce point numéro 3 sur la DSC 2025 ? Eh bien écoutez, donc je vous propose de mettre au vote. Donc là, il s'agit d'arrêter donc le montant de 1 440 683 € au titre de la DSC 2025, réparti par commune selon le tableau qui vous est présenté, et dire que les crédits sont inscrits au budget 2025. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, donc là il s'agit de fonds de concours général 2025, donc attribution à Camoël pour l'équipement de la médiathèque, donc déport de vote de Bernard Le Guen. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc voté à l'unanimité. Le point numéro 5, fonds de concours général 2025, attribution à Camoël pour la sécurisation de la rue Paul-Admirault, donc déport de vote de Bernard Le Guen. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, fonds de concours général 2025, attribution à Ferrel pour la rénovation et l'extension du complexe sportif et culturel. Donc déport de vote des élus de Ferrel. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, fonds de concours général 2025, attribution à Le Croisic pour la requalification du quartier d'Inan. Donc déport de vote des élus du Croisic. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, fonds de concours général 2025, attribution à Mesquer pour la création d'un pump track. Donc déport de vote des élus de Mesquer. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, il s'agit des modifications d'astreinte. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10 va nous être présenté par Nicolas Rivalon. Donc là, il s'agit du recours pour l'agglo à des contrats d'apprentissage. Merci, Président. Donc effectivement, donc le recours au contrat d'apprentissage par l'agglo va permettre à la collectivité de participer concrètement à l'effort de qualification des jeunes ou de personnes en situation de handicap sur son territoire. Elle favorise l'insertion professionnelle, l'acquisition des savoirs selon une pédagogie qui se différencie du mode traditionnel d'acquisition des connaissances scolaires. Cette action s'inscrit pleinement dans le champ des politiques publiques en faveur de la formation et de l'emploi. L'accueil d'apprentis peut aussi répondre à un objectif de gestion dynamique des ressources humaines. En effet, l'apprentissage peut constituer un levier pour surmonter des difficultés de recrutement dans des secteurs professionnels dits en tension. Cela favorise l'identification des jeunes, la formation aux méthodes de travail interne et la fidélisation en vue d'un recrutement à l'issue du contrat d'apprentissage. Enfin, l'apprentissage facilite les échanges, les rencontres et l'enrichissement mutuel des acteurs et permettent de dynamiser les équipes de travail.
le maître d'apprentissage va aussi développer davantage de compétences. C'est pourquoi l'AGLO s'engage dans l'accueil de personnes en apprentissage au nombre de 3 nouveaux contrats chaque année. Pour l'année scolaire 2025-2026, les apprentis recherchés seront un mécanicien, un gestionnaire carrière et rémunération et un apprenti chargé du réseau entreprise engagée Pôle emploi. Bien sûr, ces recrutements sont faits en concertation avec les responsables de service. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous dire sur le contrat d'apprentissage. Merci Nicolas, puis peut-être quelques mots d'Emmanuel Dacheux qui est en charge dans sa vice-présidence de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je voulais saluer ces propositions d'apprentissage de la collectivité parce qu'on doit être exemplaire puisque dans le cadre de ma mission, on propose la marque Triple E, j'en avais déjà parlé ici, donc les entreprises engagées pour l'emploi qui justement font la promotion de l'accompagnement des jeunes par l'apprentissage, pas seulement, mais aussi par l'apprentissage. Donc voilà, je suis ravie que Cap Atlantique prenne ça, et donc Cap Atlantique sera Triple E encore en 2025, hein, on en est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci Emmanuel Dacheux. Avez-vous des observations ou questions sur ce point de recrutement d'apprentis? Eh bien écoutez, je vous propose de mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, là il s'agit de la transformation de poste. Donc sur ce sujet, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 12 que je vais vous présenter, donc là, il s'agit du lancement de l'opération, alors sur un intitulé qu'on a indiqué, la maison des services publics intercommunaux. Si je reprends la genèse depuis le début de cette mandature, il y a un sujet qui date déjà de quelques années, pour les anciens qui siégeaient au conseil communautaire de l'agglomération. Il s'agit en fait du devenir du siège social de Cap Atlantique, qui est un sujet qui est réfléchi, qui a fait des allers-retours, et pour lequel nous avions acté lors d'une conférence des maires, en tout début de mandat, que le terrain qui avait été fléché en fin de mandat dernier et début de mandat ne correspondait pas forcément aux attentes et venait aussi faire écho à des projets que la ville de La Baule, Franck, avait aussi sur sa commune. Donc nous avions donc acté et décidé que le terrain que l'AGLO avait acquis, nous le revendrions, et nous l'avons revendu à la ville de La Baule afin qu'elle puisse porter son projet sur sa commune, sur sa politique publique. Il nous a fallu alors non pas abandonner ce projet, mais réorienter et nous remettre en recherche pour pouvoir trouver un site qui soit à une échéance moyen-long terme en capacité de répondre à cette situation et d'accueillir le nouveau siège social. Comme tout à chacun, vous le savez, la difficulté la plus prégnante sur notre territoire, c'est de trouver le foncier. Bon, donc après un travail très large et très important des services de l'AGLO, nous avons pu faire il y a 2 ans l'acquisition d'une parcelle qui se situe sur le terrain de Bréadour, donc qui nous permet déjà d'acter une emprise foncière. Mais au-delà de ça, qui est quand même une étape cruciale, il nous faut commencer à engager et préparer une réflexion, alors qui est une échéance, vous avez pu le constater dans la délibération lointaine, puisqu'on est en 2025, on se projette après 2030, voire 2032. Mais il nous faut pour cela, et c'est pour ça qu'il est important que nous engagions ce lancement d'opération, il nous faut à un moment sécuriser le devenir de l'Interco par rapport au bâtiment dans lequel nous sommes, avenue des Noëls, qui est, pour ceux qui connaissent, un bâtiment qui a son âge, qui ne correspond plus en termes d'usage et de fonctionnalité, et surtout qui ne nous permet plus de répondre aux besoins d'accueil de nos agents.
Ce qui a pour effet, et c'est aussi l'information qui vous est donnée dans la délibération, de venir augmenter significativement année après année dans notre budget de fonctionnement le poste des dépenses locatives, où là, nous sommes à plus de 400 000 € de charges locatives annuelles. Donc, vous l'aurez compris que c'est une trajectoire qui aujourd'hui répond simplement à un besoin urgent, mais que cette situation ne peut être tenable dans le temps, parce que à chaque fois que nous signons un bail, nous sommes tenus à la durée du bail. C'est-à-dire aussi que nous ne sommes pas à l'abri à l'échéance d'un bail, à ce que le propriétaire nous dise, eh bien écoutez, je ne vous accueille plus, je reprends mon bail, ou je reprends ou je revends mes locaux. Bon, ça c'est un aspect, un risque que nous encourons. Il y a aussi, et ça vous le constatez, tous les services, la plupart sont totalement disséminés sur le territoire. Alors, ce qui rend une difficulté aussi de construire un collectif, de construire une cohésion d'équipe, et on ne peut pas dire qu'en termes d'efficacité, ce soit le plus favorable possible. Donc, ce qui est proposé ce soir sur ce point-là, c'est que nous actions politiquement le lancement de l'opération avec les éléments que je vous ai donnés, donc pas avant 2030-2032, parce qu'il nous faut, par rapport au site, doit engager, et ça va faire écho à la thématique tout à l'heure, il doit y avoir la révision et l'adoption du SCOT à la fin de l'année. Il doit ensuite y avoir la révision du plan local d'urbanisme de la ville de Guérande, qui, dans ses perspectives, sera adopté fin 2028. Et ensuite, comme vous le savez, il y aura tout ce qui concerne les fouilles archéo, études environnementales sur ce site. Donc, nous sommes bien en timing, mais là, l'idée aussi est d'acter politiquement que nous y allions sur le lancement de cette opération, parce qu'il y a eu aussi un phénomène, je ne vais pas dire délétère, mais qui a semé aussi chez les agents de la collectivité des interrogations et des inquiétudes, c'est justement ces allers-retours. Et qu'à un moment, il nous faut aussi sécuriser le devenir, et que dans l'étude que nous avions menée avec l'ADDRN, vous en rappelez, sur la stratégie foncière de Cap-Atlantique, où globalement nous avons peu de foncier, nous intégrerons bien sûr une réflexion programmatique sur ce site, et je fais écho aussi à un échange qu'on a eu avec Franck sur le sujet de ce secteur, c'est d'avoir une approche d'aménagement urbanistique sur le secteur des salines, secteur des floralies, secteur de l'immeuble Constance et secteur du siège social, pour vraiment avoir une vision globale d'aménagement futur sur le site, pour voir aussi les projets dont aurait besoin la ville de La Baule, la ville de Guérande, et qu'on arrive à intégrer tout ceci. Mais vous l'aurez compris, le siège social, de toute façon, ça sera qu'au moment où le nouveau sera livré, donc on est dans un temps relativement long, puisqu'on est minimum à 6-7 ans devant nous. Mais ça permet quand même aussi de le traduire au niveau du budget de l'agglo. Ça veut dire que ça va nous permettre d'inscrire au budget tout ce qui va être la première phase qui concerne les études. Hein. Donc c'est aussi un acte qui dit que les élus du conseil communautaire y vont. Alors, on a donné une estimation approximative. On est parti sur une enveloppe de 25 millions d'euros. Vous l'aurez compris aussi avec Hubert Delorme et les services, on a calculé aussi notre capacité d'emprunt au vu de la somme de 400 000 € qu'on sort tous les ans en loyer. Donc ça déjà aussi, ça nous donne une capacité d'emprunt, je crois qu'il était de l'ordre de 15 millions, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Voilà. Donc il nous faut travailler aussi, alors qu'on a mis une enveloppe qui est une estimation. Il y aura aussi, au moment où les décisions d'arbitrage seront à faire, à déterminer globalement l'enveloppe finale, parce que aussi quand on parle de la maison des services de l'intercommunalité, on aura un échange à avoir aussi. Là, je regarde Claude Baudet avec nos délégataires pour le service des eaux, service assainissement. On aura aussi à voir, là je regarde Pascal, Franck et Hubert sur la maison de la mobilité, maison de l'habitat. En fait, l'idée aussi, c'est de regrouper tous les services et de faire appel aussi à nos délégataires pour qu'ils participent aussi financièrement à l'investissement qui sera porté par l'agglo.
hein. Mais c'est des orientations, rien n'est défini, c'est uniquement aujourd'hui l'autorisation de lancer l'opération, les études, et on va partir sur un budget estimatif parce qu'il faut bien inscrire quelque chose d'approximatif, mais quand même assez juste, et de voir après les moyens dont on disposera. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts sur ce point, sur le lancement de l'opération? Non, pas d'observation. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous délibérions donc le lancement de l'opération. Donc là, il s'agit donc d'approuver le lancement opérationnel du projet de maison des services publics intercommunaux et d'autoriser le lancement des études environnementales archéologiques qui seront un préalable à l'élaboration du programme. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point suivant, le point numéro 13, là, il s'agit de la stratégie de la biodiversité du territoire pour les années 2025 à 2030. Et je vais laisser la parole à Christelle Chassé, qui va nous présenter, je crois qu'on diffuse un PowerPoint, voilà, pour présenter ce point. Christelle. Merci, Monsieur le Président. Oui, petite présentation pour expliquer un peu la démarche et puis les raisons de cette stratégie. Donc, cette stratégie, déjà, elle était inscrite dans notre projet de territoire. Puis, c'est que l'enjeu de préservation de la biodiversité est essentiel. Cap-Atlantique et la presqu'île est un véritable réservoir de biodiversité. Alors, vous avez quelques espèces, elles sont 4400 présentes sur notre territoire, présentes. Et puis emblématique, c'est la Vaucette élégante qui sur le territoire de la presqu'île. Et puis une petite algue qui ne paye pas de mine comme ça, qui s'appelle la Tolipelle saline. Et elle est présente dans seulement 20 communes dans le monde et elle est présente à Mesquer. Voilà, donc vous voyez qu'on a des enjeux très très forts. Vous avez la Vite-Perpéliade aussi qui est sur la liste rouge d'espèces très menacées. Bon, je sais qu'elle enquiquine certains parce qu'elle nous fait repenser nos façons d'aménager. On a aussi des milieux très divers, puisqu'on va de la dune avec la côte rocheuse, les lagunes, mais aussi les marais salants, évidemment, mais aussi les marais doux, avec tous les enjeux qu'on a aujourd'hui sur nos zones humides, voilà, avec les problèmes d'eau aujourd'hui. Donc, vous voyez donc la nécessité de mettre en place cette stratégie. Et puis, ça fait longtemps que Cap-Atlantique intervient dans le milieu de la biodiversité, ça fait 20 ans que les équipes sont mobilisées. Et il était nécessaire de mettre de la cohérence dans toutes les actions, d'autant plus que d'autres structures interviennent, comme le CPIE, le Conservatoire des espaces naturels, le Conservatoire du littoral aussi, sur notre presqu'île. Et puis, je le disais, pour la dernière raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus aménager sans intégrer en amont la biodiversité, parce que nos projets doivent la prendre en compte aujourd'hui. Alors, cette stratégie, elle a été écrite en janvier 2023. On s'est fait accompagner par un cabinet de conseil et puis d'écologues. Et ça a été un travail qui a duré 20 mois, parce qu'il s'est achevé en octobre 2024. Alors, il y a plus de 30 structures qui ont été associées dans ce travail. Et ça a représenté au total près de 40 réunions pour construire ensemble cette stratégie. Alors, on est vraiment parti d'un diagnostic du territoire et puis au fil du temps, on a défini les enjeux, les objectifs et puis les actions qui ont été ensuite définies et qui restent, je dirais, réalisables surtout. Alors, cette stratégie, elle est définie en 5 axes que sont tout d'abord la gouvernance, pour prendre en compte la biodiversité dans toutes les politiques publiques de l'agglo aujourd'hui. Et on verra avec le SCOT dont Norbert nous parlera tout à l'heure, la biodiversité a été prise en compte. Puis ce qui était important aussi, c'était de mettre en place une instance de concertation pour suivre cette stratégie, pour voir comment le plan d'action est mis en œuvre. On a travaillé aussi un axe qui était la connaissance. On a beaucoup de connaissances sur Cap-Atlantique. Il y a aussi dans le cadre des ABC beaucoup de connaissances, donc il était important de tout réunir. Et puis on a vu aussi qu'il y avait quelques manques, donc voilà, de mettre à jour les connaissances. Un autre axe a été, et l'enjeu fort, c'est celui de la préservation. Donc renforcer les niveaux de protection, coordonner les actions de gestion et mutualiser les moyens.
notamment sur les zones de protection forte. On a aussi les sites Natura 2000, enfin on a plusieurs sites protégés sur notre territoire. Et puis faire de la planification un allié de la biodiversité et de la qualité écologique des écosystèmes. Quatrième volet, c'est celui de l'aménagement, tellement important sur notre territoire, qui subit aujourd'hui de fortes pressions. Donc c'est intégrer la biodiversité dans l'aménagement des tissus urbains. C'est par exemple la place de l'arbre en ville, le problème du réchauffement climatique, des îlots de chaleur qu'on a dans nos villes. Donc comment on peut pallier aujourd'hui, et puis renforcer, je le disais, la nature en ville, et villages et sa gestion. Je pense aussi notamment aux plantations de vergers qu'on trouve maintenant aussi dans les villes. Il y a multiples actions qui sont déjà en cours. Puis le dernier axe, c'est celui de la mobilisation. Donc, c'est accompagner les particuliers et les entreprises pour favoriser la biodiversité. Ça, on est plutôt sur le volet mené par le CPIE, les actions que mène le CPIE. Co-construire avec les acteurs du tourisme et des loisirs une stratégie favorable à la biodiversité. Là, il y a tout un travail qui est fait aussi avec l'OTI. Il y a vraiment un partenariat aujourd'hui. Et puis, enfin, accompagner les économies primaires vers des pratiques plus favorables à la biodiversité. C'est tout le travail que mène déjà Capacité, qu'il renforce sur la plantation de haies, l'entretien des haies aujourd'hui, et puis des diagnostics qui sont faits avec les agriculteurs aussi, notamment des diagnostics agro-environnementaux dans les exploitations, et qui ils changent aussi leurs pratiques aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de les accompagner. Alors je ne vais pas faire détail de toutes les actions, il y a 74 actions au total, dont 49 sous maîtrise d'ouvrage de l'agglo, vous voyez, 34 déjà mises en œuvre par l'agglo, les plantations de haies que vous connaissez tous, le travail sur le fonctionnement des cours d'eau, et puis 15 nouvelles actions qui vont se mettre en place, notamment tout le travail qu'on peut faire avec les entreprises aujourd'hui en faveur de la biodiversité. Alors sur un territoire que je connais un peu plus, sur Herbignac notamment, c'est le pré Gauvelin aujourd'hui. Voilà, on a des entreprises. Alors, il y a déjà un cahier des charges très restrictif en matière de biodiversité, avec des actions fortes sur les clôtures, les espaces verts, etc. Mais certaines entreprises accompagnées par le CPIE dans le cadre d'un contrat nature vont aller plus loin dans la démarche pour aménager leurs parcelles. Voilà quelques exemples. Donc, peut-être avant de soumettre la décision au Conseil, c'est de remercier aussi toute l'équipe de biodiversité, parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait, un travail d'échange très intéressant, et ça a été construit aussi, il ne faut pas que je les oublie, avec d'autres élus, que sont Norbert Samama, Annabelle Garand, Joseph David, et j'oublie Pascal Puiset aussi. Voilà, on a travaillé ensemble pour porter ce sujet. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de valider la stratégie biodiversité du territoire pour 2025-2030, avec les 74 actions, et puis de valider aussi un mode de gouvernance sous forme d'un copil interne composé de 7 vice-présidences qui vont être complètement impliquées dans la biodiversité et devront la prendre en compte, que sont, alors ça a disparu, mais je vais les retrouver, la présidente de l'économie primaire, biodiversité évidemment, milieu naturel, la présence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, l'habitat, le SCOT, l'énergie, l'économie, aujourd'hui, j'ai cité l'exemple du pré Gauvelin, et l'emploi. Voilà, et de valider le principe d'un budget pluriannuel dédié avec une somme minimum d'autofinancement, qui est aujourd'hui autour de 35%. Très bien, merci Christelle Chassé pour cette présentation. Alors ça fait écho à ceux qui étaient à l'atelier quand on parlait de la biodiversité. Elle fait partie intégrante de notre quotidien et de notre environnement. Et comme vous le voyez, elle n'est plus qu'un seul sujet. Elle est totalement transverse et elle est intégrée dans la majorité de nos politiques publiques, parce que Christelle, tu viens de nous présenter déjà 7 compétences de l'agglo sur ce sujet, et elle traduit aussi ce que nous allons être capables de restituer en termes d'action, parce que le fait de s'être engagé sur cette stratégie nous obligera et nous permettra aussi de faire un retour sur l'ensemble des actions. Et je souligne aussi, parce que les partenaires aussi qui nous accompagnent dans le cofinancement, de mémoire, il y a la région, le département, qui sont aussi des acteurs qui nous accompagnent et nous financent dans cette démarche et cette stratégie. Peut-être ceux qui sont intervenus avec Christelle, je ne sais pas, Joseph, Pascal ou Norbert, sur ce sujet. Je vais vous prendre court.
Norbert. Monsieur le Président, mais écoutez, moi je me félicite de ce travail. Je crois que les équipes ont été extrêmement actives, et investies et impliquées. Et Christelle a mené ça de main de maître pour qu'on aboutisse, en tout cas, on aboutisse à un document qui soit extrêmement pertinent, une stratégie qui est pertinente. Et puis, ce que j'espère, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, toutes nos politiques ont un caractère de transversalité, eh bien, c'est que cette stratégie de biodiversité, parce que je pense que c'était la préoccupation portée par l'ensemble des élus qui appartenaient au COPIL ou des agents, c'était de se dire que ce document, cette préoccupation vis-à-vis de la biodiversité, allait venir irriguer la totalité des politiques publiques de l'intercommunalité, mais aussi venir inspirer nos communes. Et je crois que il a vraiment été fait dans ce sens-là. Alors, dans un volet technique en termes d'action, mais aussi dans un volet d'acculturation et de sensibilisation, et cela avec l'ensemble des partenaires que nous avons sur le territoire, puisque nous avons des partenaires de qualité que nous avons rencontrés par exemple aujourd'hui, le CPIE, et je crois que c'est une belle avancée, et moi je pense que c'est en parfaite cohérence, parce qu'après on va parler du SCOT, c'est en parfaite cohérence avec les politiques publiques telles qu'elles ont été initiées depuis le début du mandat avec le projet de territoire. Merci Norbert. D'autres interventions, Pascal? Joseph? Oui, d'accord. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je me félicite de ce travail, déjà, mais je suis un grand merci à Christelle, à tous ceux qui ont travaillé. La sensibilisation sur ce sujet, on a parlé de sensibilisation tout à l'heure, c'est très important. Grâce à ce travail, cela va permettre de l'accentuer. Et il y a beaucoup d'infos à donner et puis à expliquer auprès des gens. Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Ouais, Pascal. Non, c'est très rapide, c'est important de souligner ce que tu as pu dire, Nicolas, c'est la participation des acteurs, enfin, le fonds FEDER quand même qui va financer le projet à 90% si je ne me trompe pas. Donc c'est juste rappeler qu'on a des partenaires qui nous permettent d'aller aussi un petit peu plus loin. Bravo et merci à Christelle. Très bien, merci. Bien, écoutez, je vous propose donc d'adopter, de mettre au vote donc cette nouvelle stratégie biodiversité 2025-2030. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 14, il s'agit d'une nouvelle convention d'animation des sites Natura 2000 pour la période 2025-2028. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, il s'agit du projet de déchetterie La Baule, donc de l'échange de la parcelle ZR 94 Saint-Lifard, donc une cession, et la parcelle A216 La Baule, une acquisition. De mémoire, il s'agit de compensation. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 16 qui va nous être présenté par Norbert Samama. Donc, il s'agit dans le cadre de la révision du SCOT, donc de la présentation du bilan de la concertation et de l'arrêt du projet de révision du SCOT. Norbert. Oui, vous avez un support. Ah, voilà, je branche le micro. Merci, Monsieur le Président. Et je vais tâcher d'être synthétique puisque c'est une des préoccupations de mes collègues. Non, mais je vous ai vu venir. Hein. Et bien, écoutez, c'est très simple. On a lancé la révision du SCOT le 15 décembre 2022, c'est-à-dire maintenant quasiment 2 ans de... Pardon. Maintenant 2 ans et demi. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, non seulement on va se prononcer sur l'arrêt du SCOT tel qu'il est terminé, abouti, dans un premier temps en tout cas, mais aussi le bilan de la concertation. Alors, bilan de la concertation,
c'est effectivement déjà en termes de participation, c'est de très nombreuses réunions publiques alors des réunions publiques thématiques, des réunions publiques générales. Les réunions publiques thématiques ont porté sur les sujets que vous voyez s'afficher là, comme le tourisme, le logement saisonnier, le logement, la qualité patrimoniale, l'économie et l'emploi, les risques naturels littoraux et érosion côtière, la mobilité ou la biodiversité et l'économie terre-mer. Il y a eu donc des réunions publiques générales, il y a eu un guide, notamment mis en place par les adolescents, qui là aussi nous ont permis de mieux partager ce projet de territoire qu'est le SCOT. Alors aujourd'hui, nous en sommes à l'étape suivante, c'est-à-dire que très clairement, lorsque nous avons adopté le projet d'aménagement stratégique, les trois tendances qui étaient, enfin en tout cas les trois axes qui se sont dégagés, qui étaient clairement dans la continuité du projet d'aménagement stratégique, c'était le territoire accélérateur de la transition écologique, un territoire authentique porteur de bien-vivre pour tous et d'une économie durable et innovatrice, et puis un territoire d'eau littoral et maritime exceptionnel à préserver et à valoriser. Alors je dois vous dire qu'à travers ces trois axes, très clairement, il y a un bilan de la concertation qu'on peut tirer. Ces trois axes viennent forcément intégrer la totalité ou en tout cas une grande partie des stratégies qui ont été portées par les différents vice-présidents, par l'ensemble des agents, que ce soit en matière de stratégie de trait de côte, que ce soit en matière de stratégie de la biodiversité, que ce soit au niveau du PSAET, mais je ne pourrais pas toutes les citer, d'autres sont encore en cours d'établissement comme le plan de mobilité. Donc aujourd'hui, ce schéma de cohérence, il porte parfaitement son nom en tant que tel, puisqu'il est là pour apporter une cohésion entre l'ensemble de ces politiques, de les agréger et de faire en sorte que le SCOT, tel qu'il est et qu'il ressort du bilan de la concertation, nous donne des orientations extrêmement fortes et un cadre assez nourri pour permettre derrière, à travers une mise en compatibilité future des PLU, d'avoir des PLU qui s'inscrivent effectivement dans la même dynamique. Alors quand je parle de bilan de concertation, au-delà de toutes les réunions publiques, de l'association du conseil de développement, de l'association des associations à proprement parler ou des personnes publiques associées, eh bien, il en est ressorti de ce bilan de la concertation la structuration du territoire en trois bassins de vie, nord, centre, sud, avec la répartition des zones d'artificialisation nette par bassin de vie et avec une volonté de mutualisation de cette consommation foncière dans les dits bassins de vie. Derrière, toujours dans le bilan de la concertation, il y a une logique emploi, logement, mobilité qui s'est très fortement dégagée, avec un développement économique en équilibre avec l'environnement et le cadre de vie. C'est dégagé aussi le fait d'œuvrer pour développer la capacité de logement pour les jeunes actifs et les actifs sur toutes nos communes, avec des dispositifs de financement et d'accession élargie à l'accession sociale ou locative sociale tels que le BRS. Il y a aussi la prise en compte des besoins de logement, de développement économique et d'équipement pour la consommation foncière. C'est un point que j'aborderai un petit peu plus tard. Et puis la prise en compte de l'environnement, renforcer la préservation de l'agriculture. Et puis pour finir, toujours dans ce bilan de la concertation, pas pour finir, mais pour un point qui était extrêmement important, c'était la priorité au cœur de bourg et au centre-ville pour l'implantation du commerce, avec derrière un document tout à fait spécifique que vous retrouverez dans le SCOT, qui est le DACL, dont je reparlerai un tout petit peu plus tard de manière succincte. Derrière, il y a aussi une stabilisation de la déclinaison de la loi littorale, avec tous les critères qu'elle emporte, et notamment cette notion de village ne pouvant pas s'étendre. Et puis, pour finir, des éléments majeurs qui viennent aussi alimenter ce SCOT, ce sont l'intégration de nouvelles dispositions réglementaires, comme la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, mais c'est aussi, et c'est peut-être ce qui va en faire un SCOT climat et résilience, c'est qu'au-delà de son adaptation à la loi climat et résilience, c'est aussi
La stratégie locale, bien sûr, de gestion intégrée du trait de côte, c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette, mais c'est aussi la stratégie de la biodiversité. Donc voilà des évolutions en réalité majeures à travers ce bilan de la concertation et cette structuration et cette vision d'équilibre à travers 3 bassins de territoire et 3 centralités principales que sont la Baule, Guérande et Herbignac, qui vont jouer ce rôle structurant. Derrière, il y a eu une orientation extrêmement forte. Alors, si on peut revenir à la trajectoire démographique équilibrée, il y a une orientation extrêmement forte qui s'est dégagée juste avant. C'est une trajectoire. Voilà, merci. C'est qu'il y a un choix qui a été porté par l'ensemble des acteurs autour de l'élaboration de ce SCOT. C'est d'avoir une démographie qui reste une trajectoire démographique qui reste raisonnable, c'est-à-dire qui est à cœur d'accueillir de jeunes actifs, des familles, une nouvelle population, mais qui en même temps préserve et sache soit en capacité, au regard des ressources qu'elle porte, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouvelles populations qui viendront s'installer sur notre territoire. Et donc, vous pouvez le remarquer, nous avons, nous, sur la trajectoire démographique telle qu'elle a été dessinée sur notre territoire, d'ici l'échéance à 2050, telle la trajectoire du SCOT, c'est d'être à une augmentation de 12% sur notre territoire et donc de porter potentiellement la population intercommunale à 81 200 habitants. Si on peut passer effectivement à la page suivante, lorsqu'on parle de loi climat et résilience et d'intégration de cette loi dans le cadre de l'élaboration et de la révision du SCOT, c'était forcément avoir une répartition, puisque la loi climat et résilience, un de ses volets principaux, c'est d'évoquer la consommation foncière. Eh bien, c'était de se dire que nous allions consommer forcément beaucoup moins que les années précédentes. Il faut rappeler que nous avons consommé de 2011 à 2021 406 hectares et que la perspective aujourd'hui est portée sur les années futures à 241 hectares, donc avec une baisse extrêmement conséquente de la consommation. Vous avez une répartition qui a été faite par commune en tenant compte des projets, et je conclurai tout à l'heure sur ce sujet, sur la philosophie qui a accompagné cette répartition du ZAN, des potentiels fonciers à artificialiser, mais l'idée était de coller aux besoins et aux projets communaux, et en même temps d'avoir une souplesse par l'idée d'une mutualisation avec les bassins de vie. Alors, au-delà de ça, il y a aussi une nouvelle stratégie de développement économique, et on peut passer à la slide suivante, je vous en remercie, qui s'est dégagée avec une structuration très forte pour renforcer le lien entre emploi, mobilité et logement, tel que je l'ai dit tout à l'heure, de repenser nos parcs d'activités au travers du prisme de la rareté du foncier, et de prendre en compte les spécificités des besoins liés à l'économie maritime. Derrière, bien, vous avez effectivement le fameux document dont je vous ai parlé tout à l'heure, le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique, c'est-à-dire le DACL, avec une priorité au cœur de bourg et à la vitalité du commerce de centre-ville, avec l'implantation effectivement et l'identification de secteurs d'implantation périphériques qui auront une portée toute particulière quant au développement commercial. Et puis, là-dessus, forcément, c'est l'intégration de la loi littorale, avec cette notion toute particulière de village ne pouvant s'étendre, qui a abouti au contraire, valoriser les villages ne pouvant pas s'étendre dans des communes littorales, notamment en intégrant 5 nouveaux villages. Et tout cela avec l'idée, alors c'est 7, mais il y a une décomposition, tout cela avec l'idée que l'ensemble des PLU aujourd'hui, avec une approche telle qu'elle a été faite là, pourront avoir une clarification, puisqu'il ne faut pas oublier que les SCOT ne sont pas prescriptifs, ce sont derrière les PLU qui vont venir en termes de révision et de mise en compatibilité par rapport au SCOT, définir, et on peut passer à la slide suivante, définir avec précision les contours qui géreront les autorisations d'urbanisme. Alors, en cela, c'est un choix qui a été fait, alors sauf à l'exception de certains points très particuliers,
comme les villages ne pouvant pas s'étendre, mais à cette exception près, l'ensemble de ce qui a été fait avec un assurage qui permet de laisser la main au PLU par la suite, sachant que des évolutions aussi seront amenées à être envisagées. Derrière, il y a eu un choix très clairement en matière de logement social. Aujourd'hui, pour résumer, il y a 30% de logement social sur les opérations d'aménagement qui est imposé et qui seront donc à décliner dans les futurs PLU sur l'ensemble de notre territoire, avec un minimum de 25% de logements locatifs sociaux, sachant que le logement social en tant que tel intègre l'ensemble des catégories, c'est-à-dire du logement locatif social tel le PLU, PLAI, PLS, ou l'accession sociale à la propriété comme le PSLA et le BRS. Voilà, en fin de compte, un territoire qui, pour nous, avait la volonté, et clairement un territoire d'eau, qui vient intégrer non seulement la vulnérabilité du territoire, mais aussi la gestion des risques. Alors, la biodiversité va être très largement renforcée. Je crois que Christelle Chassé l'a très bien expliqué à travers la stratégie de biodiversité, qui marque une direction assez forte, mais au-delà de ça, de cette biodiversité renforcée et valorisée à travers la trame verte et bleue, la nature en ville, il y a aussi une étude de débordement de cours d'eau qui va venir nous dire que, attention, on ne peut plus construire aujourd'hui, au regard du parcours de l'eau sur notre territoire, de la même manière à tous les endroits. Et ça, cette étude de débordement de cours d'eau, elle sera aussi traduite dans les différents PLU par la suite. Et puis, dernier point majeur, c'est la mise en place d'une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, à savoir que le SCOT sera un document vivant, puisqu'en annexe, il portera aussi cette stratégie locale qui va encore évoluer, et le SCOT intégrera cette cartographie, cette stratégie, avec la potentielle cartographie qui viendra la compléter. Derrière, il y avait des sujets qui étaient tout particuliers, qui sont des sujets sur des sites emblématiques de notre territoire, comme Pimbron. Et bien là, il y a cette volonté très claire de préserver son patrimoine et de développer les usages. Tout ça en étant dans une approche raisonnable, telle qu'elle est souhaitée et portée aussi par la ville de La Surballe et Didier Cadreau, son maire, avec l'identification en secteur de taille et de densité significative, à proprement parler en correspondance avec la loi littorale. Bien sûr que derrière cela, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de problématiques qui se dégagent à travers ce SCOT, ce schéma de cohérence territoriale. Le DO que vous avez, qui vient compléter le projet d'aménagement stratégique, c'est-à-dire le PASS, le DO, très clairement, vient compléter cela en matière de scénario programmatique avec les nouvelles projections démographiques. Ça vient le traduire de manière concrète. Ce DO, ce document d'orientation et d'objectifs, a des prescriptions en matière de logement en intégrant le projet local de l'habitat tel qu'il a été porté par Michel Kellard. Il va porter, bien sûr, tout ce qui est l'accompagnement des dynamiques de l'économie, des dynamiques économiques, mais de l'économie productive tournée vers l'innovation, comme aussi la diversité de l'offre. Il y a aussi une dimension très forte, vous l'avez noté, en matière de commerce. Il y aura une dimension d'autant plus forte en matière de mobilité que le plan de mobilité avancera derrière, tel que porté par Pascal Puiset et d'autres acteurs autour de la mobilité sur nos communes. Et bien entendu, en matière de prévention des risques naturels, c'est aussi un SCOT qui s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique, dans la transition écologique, et cela, bien sûr, il saura se conclure par la stratégie de gestion intégrée du trait de côte. Voilà, en gros, ce SCOT, il s'est voulu essentiellement opérationnel pour porter l'ensemble des politiques sectorielles. Il s'est vu être un SCOT d'urbanisme de projet pour porter l'ensemble des projets. Il est un SCOT qui est précurseur, mais à l'image de notre territoire et de notre intercommunalité, précurseur au titre des défis d'aménagement du territoire et d'adaptation du territoire au changement climatique. C'est aussi un SCOT de solution dans la mesure où il offre des marges de manœuvre à l'ensemble des communes dans l'application du droit des sols, à l'appui des prescriptions et des outils spécifiques dans lesquels s'engageront les communes dans le cadre de la mise en compatibilité.
Et c'est aussi un SCOT solidaire par les différents points de mutualisation qui viennent l'irriguer. Alors tout ça, ce SCOT, aujourd'hui, il va rentrer dans une phase nouvelle. Quand je vous dis une phase nouvelle, elle est principalement tournée maintenant, puisqu'on va l'arrêter ce soir, puisque le deuxième objet de cette délibération, c'est d'arrêter le SCOT, après avoir effectivement approuvé le bilan de concertation. C'est de se dire qu'on engage une consultation, c'est-à-dire l'enquête publique, qui aura lieu principalement à l'été pour aussi intégrer l'ensemble des résidents secondaires de notre territoire dans leur demande d'avis par rapport à cet outil d'aménagement de notre territoire. L'approbation du SCOT potentiellement et normalement aura lieu en décembre 2025 et donc l'approbation de ce SCOT reviendra au Conseil communautaire en décembre 2025. D'ici là, il y a tout un travail, vous avez vu que c'est un document qui est extrêmement conséquent. Le dos fait à lui seul 170 pages. Eh bien, il va y avoir aussi un travail de vulgarisation qui va être fait en parallèle pour qu'il y ait un document qui soit plus accessible aussi à l'ensemble de notre population. Un document de vulgarisation, d'acculturation, mais je crois que c'est un SCOT qui vient porter l'ensemble du travail et de l'investissement des services des élus et des services de Cap Atlantique. Je crois que c'est un SCOT en tout cas qui s'inscrit et qui peut porter hautement les couleurs de notre territoire, si je puis me permettre, dans la mesure où nous avons un territoire ambitieux, un territoire riche, un territoire diversifié et un extrêmement beau territoire où nous avons, tout en nous développant, être en capacité de préserver ce cadre de vie, et c'est toute la portée de ce SCOT. Et je tiens pour cela à remercier à travers ce travail Claire Venot, notre directrice générale adjointe, qui s'est totalement impliquée aussi dans cette élaboration, ainsi qu'Anne-Marie Ménager, notre directrice de l'aménagement. Voilà un travail qui a fait aussi non seulement couler beaucoup d'encre, comme vous pouvez le noter, mais qui nous a donné quelques sueurs que vous n'avez pas forcément aperçues. Mais je tiens aussi à remercier toutes les communes, tous les adjoints à l'urbanisme, tous ceux et tous les maires qui ont consacré beaucoup de temps à l'élaboration de ce SCOT. Nous sommes venus à votre rencontre, nous avons toujours pu échanger de manière extrêmement fructueuse. Et à travers la concertation qui s'annonce et l'enquête publique, nous allons continuer dans ce sens-là, en restant à votre disposition. Voilà, je tenais à remercier donc chacun dans le cadre de l'élaboration de cette révision. Je crois que c'est une révision qui est à l'image de notre territoire, en tout cas ambitieux, une révision ambitieuse. Et voilà ce que nous allons arrêter ce soir, un SCOT climat et résilience, un SCOT littoral et maritime. Je crois que c'est un SCOT très cohérent, très complet, et qui démontre à quel point nous avons des politique publique intercommunale complète. Merci. Oui, j'en profite pour remercier effectivement, même si je l'ai fait dans mon développement, mais c'est gentil de me le rappeler, le conseil de développement qui s'est aussi très fortement impliqué dans le cadre de l'élaboration de ce SCOT. Merci. Merci Norbert pour cet exercice ô combien difficile en termes de synthèse. Bravo. Pour avoir su porter et aller à l'essentiel et voilà et saluer ce travail collectif ensemble qui a permis d'aboutir au fur et à mesure des échanges, des rencontres, des réunions publiques, des ateliers, d'arriver à l'aboutissement de ce travail colossal, mais surtout qui nous fixe ce que sera le territoire d'ici 2040. Donc c'est un engagement aussi sur l'évolution de notre territoire de l'agglo jusqu'à cette aube-là. Donc, eh bien, oui Norbert. Je tiens à te remercier particulièrement, Nicolas, parce que tu t'es aussi fortement impliqué au niveau du pilotage, mais pas seulement au niveau de toutes les réunions publiques thématiques. Et je crois que, alors elles n'ont pas toujours été simples, voilà.
et c'est un euphémisme, c'était thématique. Je crois qu'on peut aussi se dire que nous avons des élus de proximité, et y compris notre président, parce que tout le monde était sur le terrain, et y compris notre président, le premier à donner l'exemple en termes d'échange avec notre population. Et je crois que c'est aussi extrêmement significatif quant à la volonté de porter ensemble cette révision et ce document, cet outil pour notre territoire. Merci Norbert. Alors, je vais laisser parce qu'Emmanuel Lachu a allumé son micro, donc. Oui. Merci, Président. Effectivement, Norbert, bravo pour le travail qui a été fait. J'ai participé à de nombreuses réunions. Ce que je voulais dire, c'est la complexité de ce SCOT et la complexité des réglementations qui nous parviennent de l'État notamment, et la difficulté qu'on peut avoir parfois à appliquer, qu'on aura peut-être à appliquer ce SCOT avec des injonctions contradictoires. Nous, sur nos littoraux, on voit bien qu'on nous demande de créer du logement, mais on voit bien qu'on nous demande de ne pas construire. On nous demande de répondre effectivement aux enjeux de biodiversité, c'est important. On nous demande aussi d'adhérer à la stratégie de gestion du trait de côte, dont la cartographie est incertaine, je dirais. Donc le travail a été difficile, les discussions étaient parfois houleuses, mais voilà, ça a été abouti. Il faut le voter puisque c'est un SCOT cohérent, comme tu l'as dit Norbert. Après, ça va être peut-être difficilement applicable dans nos pays élus. C'est la règle. Merci Emmanuel pour ton intervention. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur l'arrêté du SCOT? Bon, bien, forme de cohérence dans toutes les actions menées. Il nous faut en même temps, Norbert, nous présenter le bilan de la concertation. Je l'ai vu que vous l'aviez en support, parce que en fait la première étape, c'est la première présentation qui a été faite par Norbert Samama. C'est la philosophie et le lancement de la révision du SCOT avec l'arrêté, et ensuite nous devons avoir le bilan de la concertation. Ou c'est peut-être moi qui me trompe. Claire. En fait, c'est la première diapo et les propos. D'accord, non, parce que j'avais vu des illustrations après, donc bon. Alors, bravo Norbert, tu as été encore plus synthétique que je n'avais imaginé. Mais cela dit, je vais en développer. Bon. Je suis responsable. Non, mais si vous insistez. Donc, je vous propose, membres du conseil communautaire, donc d'approuver en fait. Alors, je reprends les termes parce qu'ils sont nombreux sur le thème. Donc, d'arrêter et approuver le bilan de la concertation mise en œuvre à l'occasion de la révision du SCOT et conformément aux dispositions de l'article L103.6 du Code de l'urbanisme, dont les modalités objectives correspondent à celles définies par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2022, de tirer en corollaire un bilan positif de la concertation à l'appui du rapport qui figurait en annexe 1, d'arrêter le projet de révision du SCOT tel qu'il figure annexé à la présente. Annexe 2 est constitué des documents suivants. Donc vous avez en pièce 1 le projet d'aménagement stratégique, en pièce 2 le document d'orientation et d'objectifs et ses annexes cartographiques qui regroupent les dispositions prescriptives du SCOT, dont celles notamment du document d'aménagement artisanal et commercial et logistique. Et la pièce 3, qui sont les annexes qui comportent notamment le diagnostic et l'état initial de l'environnement, la justification des choix retenus, l'analyse et la justification de la consommation d'espace et l'évaluation environnementale. Et rappelez que la présente délibération accompagnée de ces annexes 1, bilan de la concertation, annexe 2, projet de révision du SCOT arrêté, seront transmis pour avis, conformément à l'article L143.20 du Code de l'urbanisme, aux personnes publiques associées devant être consultées sur le projet de révision du SCOT et aux organismes mentionnés à l'article R143.5 du Code de l'urbanisme et à l'autorité environnementale en application de l'article R104.23 du Code de l'urbanisme. Et qu'à l'issue de ces consultations, le projet de révision du SCOT
sera donc soumis à enquête publique, conformément à l'article L143-22 du Code de l'urbanisme. Et rappelle que conformément à l'article R143-7 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera affichée au siège de la communauté d'agglomération ainsi que dans chacune des communes membres de la communauté d'agglomération. Et donc autorise le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et en application des codes de l'urbanisme, de l'environnement et général des collectivités territoriales. Donc comme nous sommes dans un aspect très réglementé, je me suis permis de faire la lecture de l'ensemble des points que vous devez voter. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Et encore félicitations à tous pour le travail engagé pour cet arrêté du SCOT. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, donc là, il s'agit du point numéro 17, qui est le programme local de l'habitat. Donc, il s'agit de la modification du dispositif d'aide à l'équilibre des opérations de logements sociaux d'intérêt communautaire. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 18, modification des modalités d'intervention de l'aide aux acquisitions foncières des communes pour la réalisation de logements sociaux. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 19, modification du règlement d'attribution des aides pour l'amélioration de l'habitat privé et pour le conventionnement locatif. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 20, dispositif d'aide à la rénovation ou au remplacement des toits de chaume prématurément dégradés, modification du règlement d'attribution des aides. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, programme local de l'habitat. Il s'agit d'accords d'aide à l'équilibre d'opérations de logements sociaux d'intérêt communautaire pour 2 opérations. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 22, SRU, donc période triennale 2023-2025. Donc, il s'agit de la signature du contrat de mixité sociale issu de la loi 3DS. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 23. Là, il s'agit d'un avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitants des gens du voyage sur la période 2025-2031. Donc, pour ceux qui l'ont fait, vous avez dû présenter cette délibération lors de vos conseils municipaux. Donc là, il s'agit d'émettre un avis sur la proposition du schéma départemental en précisant que le choix de l'agglo est de se contenter des prescriptions uniquement soumises dans le cadre du schéma départemental. Donc, elles ont été annexées. Donc, les prescriptions d'accueil, c'est le maintien des 29 emplacements, 57 places sur les communes de La Baule, Guérande, Le Pouliguen, Pénétin. C'est la rénovation de l'aire d'accueil permanente de Guérande pour se rapprocher des normes du décret de 2019. Et c'est l'aire de grand passage d'Herbignac qui est maintenue en améliorant l'accès au site et l'accès au réseau d'eau et d'électricité. Pour votre information, avec Michel Kellard, lorsque nous avons été présents au premier comité de pilotage pour le schéma départemental, Michel et moi sommes un peu tombés de notre chaise en voyant que sur Cap Atlantique, l'agglo était mentionné 2 aires de grand passage. Donc, nous avons immédiatement fait part de notre stupeur et de notre mécontentement au sous-préfet, en disant que si cette position était maintenue, l'ensemble des élus du conseil communautaire et conseils municipaux voteraient défavorablement le schéma départemental. Ça a été corrigé. Il n'y a plus que l'aire de grand passage, parce que pour créer un appel d'air, il n'y a pas meilleure solution. Donc, je vous rappelle déjà les conditions de dureté pour trouver l'aire de grand passage.
Voilà. Donc nous nous contenterons de mettre en place uniquement ce qui est prescription et non pas les recommandations indiquées. Et je vois Norbert Samama qui souhaite intervenir, parce que je crois que j'ai nommé le Pouliguen tout à l'heure. Non, mais ouais, c'est pas le fait de nommer, c'est juste pour expliquer notre vote de manière très succincte. Nous voterons abstention concernant ce schéma, tant vis-à-vis du diagnostic tel qu'il a été établi et de l'ère d'accueil de gens du voyage que nous avons sur notre commune. Voilà. Mais j'en dis pas plus puisque l'on s'exprimera et on laissera notre conseil municipal s'exprimer. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette très légère raison de notre abstention. Merci. Très bien, merci Norbert Samama pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je mette au vote pour un avis favorable? Non, pas d'intervention. Donc je vous propose donc de voter un avis favorable pour le schéma départemental d'accueil des gens du voyage sur la période donc 2025-2031. Donc y a-t-il des abstentions? Donc Norbert Samama, Erika. Y a-t-il des votes contre? C'est donc adopté à la majorité avec un avis favorable. Merci. Le point numéro 24, donc là c'est pareil, je vais demander un déport de vote des élus de Saint-Molf. Donc là c'est pareil dans le cadre donc de la révision du PLU de Saint-Molf. Il est proposé donc à l'EPCI de donner un avis. Donc dans le cadre de l'arrêté du projet de révision du PLU de Saint-Molf, je vous soumets de mettre au vote un avis favorable sur la révision du PLU de Saint-Molf, avec déport de vote donc des élus de Saint-Molf. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité pour un avis favorable. Le point numéro 25, il s'agit de la convention d'adhésion à la centrale d'achat du syndicat mixte Val d'Oise numérique, Focus numérique. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 26, donc, il s'agit de la tarification des associations pour le centre aquatique d'Herbignac. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 27, en ce qui concerne la stratégie foncière. Donc là, il s'agit de l'utilisation de l'outil de bail à construction dans les différents champs de compétences de l'AGLO. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 28, là, il s'agit de la concession du Poulgo à Basse-sur-Mer. Il s'agit là du protocole de résiliation et de rétrocession des biens immobiliers associés. Donc, y a-t-il des abstentions? Alors, une abstention, Bruno de Saint-Salvi. Y a-t-il des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 29 concerne la ZAC du Pré-Gauvelin Herbignac. Donc, il s'agit de l'approbation du contrat d'obligation réelle environnementale avec LAD. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 30, il s'agit du partenariat 2025 en faveur des réseaux d'accompagnement à la création-reprise d'entreprises entre la région Pays de la Loire et l'AGLO. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Et il s'agissait donc du dernier point à l'ordre du jour. Alors, petite fantaisie de ma part, j'ai omis en début de séance de vous faire voter l'approbation du procès verbal du précédent conseil communautaire. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Donc, c'était le conseil du 27 février 2025. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur ce procès verbal du conseil communautaire? Non, merci. Parfait. Vous avez aussi en information donc toutes les décisions qui ont été prises sous délégation et les bons de commande conformément au Code général des collectivités territoriales.